long de votre parcours professionnel, vous vous êtes consacré à l'écriture, à la comédie et à la création de nombreuses pièces, à la fois pour le public jeune et adulte, je crois. Vous avez été formé au Conservatoire régional de Rouen et avez interprété de nombreux rôles au théâtre, pour diverses compagnies de théâtre de Normandie et aussi, je crois, au cinéma. Voilà, artiste, enseignant théâtre, vous vouez une passion particulière pour la transmission, ce qui vous a amené d'ailleurs à collaborer avec nous l'année dernière pour l'atelier théâtre du CUFR. À travers 4 pièces de théâtre mises en scène par Claude Régis, La terrible voix de Satan de Grégory Motton, Holocauste de Charles Reznikov, Comme un chant de David et Ode maritime de Fernando Pessoa, vous allez nous présenter aujourd'hui les choix scénographiques de ce metteur en scène. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu à cette invitation et je vous laisse donc la parole sans plus tarder. Merci Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Donc une approche de la scénographie de Claude Régis, metteur en scène de théâtre. Je me demande comment j'ai pu créer un nouveau spectacle à peu près chaque année pendant 60 ans. Pour moi, c'est un mystère absolu. Voilà ce qu'il dit sur son parcours, Claude Régis. Il est mort à 96 ans en décembre 2019, hein, il y a donc 2 ans. Il a fait découvrir de nombreux auteurs français et étrangers, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, Harold Pinter, Peter Handke, Boto Strauss, Édouard Bond, Jon Fosse, Sarah Kane. Il a fait jouer des comédiens célèbres dans ses différents spectacles, Delphine Seyrig, Jeanne Moreau, Gérard Depardieu, Michael Lonsdal, Michel Piccoli, Michel Bouquet, Samy Frey, Madeleine Renaud, Bulogier, Isabelle Huppert, Valérie Dréville. Claude Régis, il est né en 1923 à Nîmes, dans une famille bourgeoise protestante, avec un père austère, militaire, qui voulait faire de lui un administrateur. Après le baccalauréat, il vient à Paris pour étudier le droit et faire Sciences Po. Ce qu'il aime, c'est la littérature, qu'il découvre à l'adolescence à travers l'œuvre de Dostoïevski. Mais il ne connaît pas le théâtre, seulement à la radio, hein, n'oubliez pas, seulement juste après-guerre, donc dans des revues. Un soir de 1944, il va voir un spectacle à Paris, ce sont Les Mouches de Jean-Paul Sartre. Là, il se passe quelque chose. Le lendemain, il s'inscrit au cours de théâtre de Charles Dullin, qui ont lieu dans le grenier du théâtre Sarah Bernard, l'actuel théâtre de la ville que vous connaissez à Paris, que les Allemands, pendant la guerre, ont rebaptisé théâtre de la cité. Pourquoi? Sarah Bernard était juive. Commence l'apprentissage du théâtre, il préfère rester au fond de la salle, regarder les autres jouer. Michel Witold, proche de Charles Dullin, le repère et lui demande de devenir son assistant à la mise en scène. En 1952, le premier spectacle monté par Claude Régis, Donna Rosita de Garcia Lorca, avec Sylvia Montfort. 1 an plus tard, il dirige Tania Balachova, une personnalité importante du théâtre, dans La vie que je t'ai donnée de Pirandello. Il a choisi cette pièce, c'est pas de façon innocente, c'est parce que c'est l'histoire d'une mère qui a perdu son fils. Et là, il y a un événement grave qui se passe dans la vie de Claude Régis. Il perd son compagnon, âgé de 24 ans. Alors très rapidement, Claude Régis s'éloigne à la fois du réalisme, du naturalisme psychologique et du théâtre dit politique, sous-entendu ouvertement politique et militant. Il est aux antipodes du divertissement, il choisit de s'aventurer vers d'autres espaces de représentation. En 1968, il fait une petite révolution, Claude Régis. Il monte L'Amante anglaise de Marguerite Duras au Théâtre National Populaire de Chaillot. Marguerite Duras a écrit un roman dialogué qui ne correspond pas aux formes conventionnelles du théâtre. Il y a un intervieweur, Michael Lonsdal, et 2 interviewés,
Claude Dauphin et Madeleine Renaud. Elle, le personnage, c'est la femme qui a tué sa cousine infirme, sans mobile apparent. Lui, c'est le mari, Michael, le mari qui ne comprend pas l'acte de sa femme. Un critique important, Bertrand Poirot Delpech, écrit dans Le Monde. Le dialogue tout entier repose sur des impressions tremblantes et des mots tremblés. Alors pour Claude Régis, je vous ai parlé de révolution, oui, parce qu'il s'est aperçu d'une chose, voilà ce qu'il dit. Il n'y avait rien à mettre en scène, rien à voir. Juste un dialogue entre deux personnes. Mais quand on discutait avec les spectateurs après le spectacle, on découvrait qu'ils avaient vu un film véritablement, ce qui voulait dire que le texte avait créé des images. Là, j'ai vu, matériellement parlant, la force de l'écriture en tant qu'élément dramaturgique principal, ce qui n'est pas d'habitude considéré comme tel par les gens de théâtre. Alors, précisons, dramaturgie, scénographie. Qu'est-ce que la dramaturgie? La dramaturgie, c'est l'art de transformer une histoire, vraie ou imaginaire, en un récit construit avec un ou des personnages. D'où la racine grecque drama, signifiant action. La dramaturgie, c'est le rapport entre le texte écrit et ce qui fait que celui-ci, ce théâtre écrit, devient du théâtre. À partir de ce moment-là, Claude Régis ne cessera de creuser l'imaginaire provoqué par le texte et d'en faire la matière même de ses spectacles. Sur la scène, faire sienne cette parole de Nathalie Sarraute, les mots servent à libérer une matière silencieuse qui est bien plus vaste que les mots. Vous aimez le théâtre? Alors à vous. Les mots servent, plus fort, les mots servent à libérer une matière silencieuse qui est bien plus vaste que... Merci, vous êtes super. Claude Régis a fait 77 mises en scène, je les ai comptées, à une ou deux près, les plus célèbres. Alors là, c'est très subjectif, hein, on pourra en parler à l'issue du spectacle. L'amante anglaise de Marguerite Duras, La chevauchée sur le lac de Constance de Peter Handke, là il y avait Gérard Depardieu qui sortait d'un film qui pour lui était très connu, Par les villages de Peter Handke, Intérieur de Maurice Maeterlinck et 448 Psychose de Sarah Ken avec Isabelle Huppert, puis d'autres. Personnellement, j'ai eu la chance d'en voir 4 autres. La terrible voix de Satan de Gregory Moton, Holocauste de Charles Reznikoff, Comme un chant de David d'après les psaumes traduits par Henri Mesconic, et Aude maritime de Fernando Pessoa. C'est à travers ces 4 spectacles que je vous propose de faire une approche de la scénographie de Claude Régis. Je me base donc sur ce témoignage, mon témoignage, mais aussi des écrits. Là, c'est une vraie mine. Hein. Les écrits. 1991-2011, écrits par Claude Régis. Alors, il recense les 5 ouvrages qu'il a écrits. Espace perdu, L'ordre des morts, L'état d'incertitude, Au-delà des larmes, La brûlure du monde. Alors, comment il s'appelle? Écrit 1991-2011, j'ai la bibliographie à l'issue de la conférence, éditée chez les Solitaires Intempestifs. Alors, qu'est-ce que la scénographie? Alors, j'énonce ce que Anne Surgès écrit dans son ouvrage « Scénographie du théâtre contemporain ». Le théâtre implique une double présence, celle des comédiens sur la scène et d'autre part, les spectateurs. La rencontre et la conjonction entre ces deux présences s'inscrivent dans un lieu. La scénographie est l'art d'agencer et de disposer ce lieu pour que l'échange puisse avoir lieu entre ces deux groupes.
Un autre caractère du théâtre, c'est qu'il donne à voir et à entendre une fiction, en faisant appel à l'imagination du spectateur. L'espace où jouent les comédiens participe à la fois à du réel et à de la fiction. Sur la scène, l'aire de jeu où se déplacent les corps des comédiens, mais sur lequel se superpose l'espace de la fiction, où on voit évoluer les personnages. J'ai distingué 5 entrées pour approcher la scénographie de Claude Régis. La première entrée, comment le lieu où se joue le théâtre peut-il être à ce point déterminant? Alors lui, Claude Régis, il veut théâtre, un espace nu. Il adore travailler sous la scène, s'il y a un espace, c'est ce qu'il a fait nombreuses fois. Il le dit lui-même, de toute façon éloquente. Je pense qu'il faudrait des espaces perdus. Il faudrait cesser de les démolir. Il faudrait construire des espaces perdus, des espaces vides, vastes, des espaces libres, des espaces nus, où tout peut s'inscrire, où l'image est parfaitement visible dans son intégrité, dans son intégralité, pour tous les spectateurs, et proche de chacun d'eux. Des espaces dans lesquels ce qui doit être vu dispose d'une surface supérieure à la surface où se tiennent ceux qui sont venus pour voir, pas forcément nombreux. Qu'il n'y ait aucune séparation entre ces deux espaces, ces deux surfaces. Être très vigilant sur l'acoustique, sur le respect de l'absolu silence, du vide parfait. Le croquis, justement, je voudrais vous signifier le rapport entre voilà, la vastitude de l'espace où évoluent les comédiens et l'endroit où se trouvent les spectateurs. Lui, il veut une jauge minime. Hein. Une jauge, c'est le nombre des spectateurs, 200, ça lui convient parfaitement. Donc il préfère une friche, même pas, la scène de théâtre, il aime, si on enlève les rideaux, les cintres, il laisse le grill c'est là où sont accrochés les projecteurs. On voit les murs, jardins, cours, fonds de scène, le béton, quelquefois, de plus en plus maintenant il est pas en noir parce que les mises en scène évoluent, mais à l'époque c'était brut. Il ne s'agit pas au théâtre, comme on croit, de dire ou d'entendre le texte. Il s'agit au théâtre d'une étrange matière, si on arrive à la rendre sensible. Il s'agit de ce que le texte fait voir. Il s'agit de travailler pour que le texte fasse voir. Le premier spectacle que j'ai vu, La terrible voix de Satan, de Grégory Moton, je l'ai vu au Volcan, dans la Maison de la Culture du Havre, en 1994. Il n'hésitait pas, Claude Régis, à remodeler la salle. Bon, lui. La terrible voix de Satan, on la montra en 1994, toujours au théâtre Gérard Philippe, toujours en remodelant la salle. En fait, c'est pour ça qu'on y travaille. Parce qu'on peut casser l'architecture, la structure, chaque fois, pour chaque spectacle. Et parce que le directeur, Jean-Claude Fall, accepte les réductions de jauge. Moins de 200 places en tout cas. Ce n'est pas si fréquent chez les apôtres de la rentabilité. Et aussi, on nous autorise un très long temps de répétition dans l'espace tel qu'il sera. Alors, on peut commencer la lumière dès les premières répétitions, et on cherche peu à peu quoi mettre sur les corps qui ne gâchent pas les corps. Alors, il était de plus en plus connu, Claude Régis, il pouvait se permettre de défendre un budget et d'exiger, non, moi je veux plusieurs mois de répétition. Alors, en général, il faut savoir qu'un spectacle contemporain, c'est, bon, il y a 10-20 ans, c'était 2 mois de répétition. Lui, bah, il prenait 6 mois. Ça coûtait cher. C'est un travail de recherche, mais il se le permettait et on le suivait. Et une autre particularité, c'est que Claude Régis était présent à chaque spectacle qu'il montait en scène. Je le précise, d'ailleurs j'ai pu le vérifier, je me retournais, il y a un monsieur au fond de la salle, c'était lui. Je le précise parce que beaucoup de metteurs en scène ne sont pas à toutes les représentations. Bon, je ne critique pas, mais il y a des moments... enfin, ça prouve que lui, il débriefait après chaque spectacle, c'était un travail continuel de recherche. Revenons à la scénographie.
À la Maison de la Culture du Havre, vous avez la scène, le cadre de scène, le rideau de fer. Qu'est-ce que c'est le rideau de fer? Un rideau métallique qui est derrière le cadre de scène et qui descend en cas d'incendie pour séparer la scène avec les décors qui sont très inflammables, enfin de moins en moins parce qu'il y a c'est fait en matière qui est inflammable, et puis les spectateurs. Alors il a fait le choix, c'est le spectacle avec une petite jauge de 200 personnes, on met tout sur la scène, on descend le rideau de fer. Donc il y avait un mur brut, il éclairait le fond de scène, enfin c'était le côté jardin certainement, je ne me rappelle plus trop. Un grand espace, c'était la scène, et puis il y avait les spectateurs. Deuxième partie, l'entracte, on nous emmenait dans la salle même du théâtre, 700 places, je me rappelle, bref, et il montait un petit peu le rideau de fer de 50 cm, et la deuxième partie c'était que les chaussures, les bas de choses, bas de pantalon, bas de robe, bas de jupe, des comédiens. Je garde cette image, elle est très forte. Comme si les chaussures des comédiens, les bas de pantalon, bas de jupe, devenaient des formes marionnettiques. Vous comprenez le terme forme marionnettique? Les marionnettes, c'est des marionnettes à gaine ou à fil. J'ai vu un tas de marionnettes où il y avait un képi de gendarme qui se soulevait. C'est une forme marionnettique, hein, le képi de gendarme. C'est pas une marionnette, mais... Et de plus en plus, dans le théâtre contemporain, on utilise des formes marionnettiques. Et là, c'était... On regardait ces formes, on entendait les comédiens, et ces formes magnétiques étaient presque aussi humaines que les comédiens qu'on ne voyait pas. Le spectacle proposait une succession de moments scéniques très différents. Il y avait un fil secret, évidemment qui les reliait chacun, qui se transformait. Voilà ce qu'il dit. La terrible voix de Satan, c'est la beauté archaïque du discontinu. Alors, dans le désordre, un oiseau magique de bon ou de mauvais augure entre un urinoir et une baignoire de salle de bain, une brouette, une tranchée de terrassier ouverte comme une tombe, une tempête en mer, une mutinerie, un naufrage, une plage déserte, un cimetière en haut d'une colline, un champ de navets, un tribunal qui donne la mort, un prêtre fou, mais en soutane malgré l'anathème prononcé contre lui. Satan n'est nulle part. Des parents qui viennent de la mer et retournent à l'univers aquatique, une cathédrale imaginaire, une fille habillée de blanc, chevauchant un vélo, un canif à la main, qu'elle plonge dans la cuisse de l'homme aimé. Voilà, il énumère le contenu du spectacle. C'est une partie, hein, je ne vais pas recopier tout. Bon, je me rappelle de cet urinoir, un peu comme citation du Deschamps, là, un ready-made presque. Cet acteur, un clochard, donc un fond de scène très éclairé, qui avait le rôle de réverbération. Donc on voyait un peu en contre-jour, très subtil, des pointeaux de lumière, les scènes qui je me rappelle de ce trou dans la Seine, oui, comme cette tombe, cette femme arrivant en vélo, en robe blanche, c'était Valérie Dréville. Voilà, donc succession de moments, on chuinte la lumière, on l'augmente ailleurs. Alors c'était une suite de métamorphoses, voilà ce qu'il dit Claude Régis à ce sujet. Il y avait beaucoup de métamorphoses dans la terrible voix de Satan. Une métamorphose, c'est une manière d'en finir avec un être pour renaître dans un autre. Une façon de passer d'une forme à une autre, de montrer la multiplicité des formes possibles. De casser l'arrêt dans une forme unique, mais sans que la permanence pour autant soit détruite. Ce qui est intéressant, ce n'est pas une forme ou une autre, c'est le moment de la transformation d'une forme dans une autre. Donc multitude d'images, presque un fondu enchaîné, mais des images discontinues, comme on le disait tout à l'heure, des différents moments de jeu. Une scénographie qui souligne la démarche politique de l'auteur Grégory Moton. En quoi Moton est extrêmement politique, il est sans peau, à vif. Il a compris tout ce que la clarté éclipse, ce qu'elle supprime. Il se réfère à des mythes,
de façon allusive, peu repérable. Ces semi-clochards, immigrés, alcooliques, nous renvoient aux hommes d'affaires, aux politiques. Et si on regarde de près les hommes de la société de croissance, que voit-on? Culture en friche, humanité amputée, ils sont là, porteurs d'attachés-caisses dans leurs avions supersoniques, les grands décalés de la Terre, ils tournent autour du globe. Bon, Claude Régis, n'hésite pas, il est critique, hein. Enfin, c'est Claude Régis, c'est parlant de Grégory Motin. Le second spectacle que j'ai vu, Holocauste, de Charles Reznikoff. Je l'ai vu au Centre dramatique national d'Hérouville, près de Caen. Donc, un comédien seul, c'est Yann Boudot, jeune comédien à l'époque. L'auteur, c'est Charles Reznikoff, américain, new-yorkais. Il est né en 1894 et mort en 1976. Alors, Claude Régis nous précise le côté radical de sa démarche de metteur en scène, imposé par le texte lui-même. C'est le texte inspiré de la Shoah, enfin ça... on va expliquer, vous savez ce que c'est la Shoah, hein, l'élimination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Reznikoff est juif, il n'a pas connu les camps, ça c'est une chose importante. Il n'est jamais venu en Europe, il ne témoigne pas par lui-même. Il écrit à partir d'archives et de minutes des procès, celui de Nuremberg et celui d'Eichmann, à Jérusalem. Il dit, condense, accumule des faits bruts, pas de pathos, pas de jugement, il rase au plus près tout sentimentalisme et tout effet littéraire. Il laisse le lecteur libre. Cette expression, il rase au plus près. Eh bien, la scénographie de Claude Régis s'en inspire et prolonge ce qui est dit dans cette indication. Seul face à lui-même, derrière sa parole, on entend l'autre parole, celle des témoins. Là, il parle de ce comédien qui porte la parole de Charles Reznikoff. Le pire serait de rendre accessible ce qui ne l'est pas. Ces faits nous atteignent comme un couteau. Ils sont de nature intolérable. Ce serait intolérable d'être bourreau, intolérable d'être victime. Et il cite Hannah Arendt qui dit « Ce qui a été un acte sans précédent a créé un précédent ». Rappelez que ce sont des humains qui créent de l'inhumain et que ça fait partie des possibles de l'homme. Excusez-moi ce retour sur le contenu, la dramaturgie, mais il y a beaucoup d'interactions entre dramaturgie et scénographie. Deuxième entrée, comment faire agir ce qui n'a pas été vraiment dit, ce qui n'a pas été vraiment fait. J'ai inversé. Alors Claude Régis découvre en travaillant les bienfaits d'une lumière pas trop haute, d'un niveau sonore assez bas. En fait, il travaille sur les seuils de perception. On tombe alors sur une évidence, mettre le spectacle dans l'ombre et parler très bas. C'est faire bouger pour l'œil, pour l'oreille, les seuils de perception. L'idée vient qu'en travaillant, on pourrait faire bouger d'autres seuils, en faisant travailler une ouïe plus fine, plus subtile, et moins utilitaire. Peut-être entendra-t-on autrement, peut-être entendra-t-on autre chose. Un œil s'inventerait, porteur d'autres visions. Et il suffirait de laisser flotter l'inexistant. Ça, c'est une notion importante, ça. Pas évident. Laisser flotter l'inexistant. On s'apercevrait, je l'ai expérimenté, dit-il, que ce qui n'a pas été vraiment fait, que ce qui n'a pas été vraiment dit, que tout ça agit. De quoi est faite cette sorte d'action particulière? Ben, c'est bien d'une action dont il faut parler puisque ça agit. Pour vous rendre plus tangible la scénographie de l'Holocauste, je vous lis un autre texte que Claude Régis a écrit sur un travail qu'il a fait avec les comédiens du Théâtre supérieur de théâtre, enfin du théâtre du TNB, Théâtre national de Bretagne. Et, voilà.
Le public fait silence et se concentre pendant une baisse de lumière très lente, un noir très long, et une remontée de lumière encore plus lente. Alors se créent des moments où l'acteur est à la limite de la perception. Puis, il vient dans la lumière, et cette présence est étonnamment lumineuse. Cette entrée prend 10 minutes. Mais comme on est à la limite de la perception oculaire, on perd aussi la notion du temps. En fait, dans le spectacle que j'ai vu, le comédien sortait de côté jardin, sortait des coulisses, longeait le rideau de fer qui était baissé. Ensuite, il décroche de la scène, descend dans l'assistance, et nous étions placés face à face, donc c'était bifrontal. Et il nous traversait, donc on le voyait de face, de profil, de dos. Troisième entrée. Comment se fait-il que le silence agrandisse l'espace, la lenteur aussi? Passer de l'immobilité au mouvement, ça peut se faire d'une manière transitoire, par un mouvement ralenti, qui fait d'ailleurs moins de bruit que l'agitation. Et en même temps, on s'aperçoit que le ralentissement est source d'immatérialité. Le silence agrandit l'espace, la lenteur aussi. Il y a peut-être un rapport silence, lenteur, espace. Peut-être s'agit-il d'une même matière. Ce serait fou de ne pas la montrer. Peut-être en la montrant, cette matière se trouve-t-elle inventée? Elle se met à exister. Simplement, elle n'a pas de nom. Je cite quelques extraits d'un article du journal Le Monde, écrit par Jean-Louis Perrier, parce que ça rend bien ce... Le récitant, Yann Boudot avance comme à tâtons dans l'allée étroite, ouverte entre les spectateurs, serrés les uns contre les autres, le rideau d'acier noir baissé, lumière crépusculaire, bras à demi tendus devant lui, mains repliées, pouces et index formant cercle, parfois dans l'énoncé du meurtre d'un enfant juif par un soldat allemand, la main ne peut s'empêcher de tourner lentement sur elle-même, visage hébété, voix blanche, sans relief, sans souffle, bouche ouverte en un cri muet, d'où paraissent arrachées une à une les phrases. Glissement du corps, de profil. Image du rescapé écrasé sous sa charge d'horreur, ce qu'elle dit du devoir de mémoire et du droit au repos. En fait, tout le travail de Claude Régis, c'est comme un art secret. Et il a des choses à dire à ce sujet. Faire entendre au spectateur ce qui n'est pas écrit. C'est cette voix muette, dit-il encore, que les acteurs ont à faire entendre, contrairement à ce qu'on croit majoritairement et qu'on enseigne dans les écoles. Alors ça nous remet un peu en question. Ce n'est pas le texte écrit qu'il faut entendre, avec une intonation soi-disant juste. C'est ce qui n'est pas écrit et qu'un art secret réussit à faire percevoir. C'est notre travail. Sonder, découvrir, entendre cette vie que le texte révèle au-delà de lui-même. Le troisième spectacle que j'ai vu, comme un chant de David, d'après les psaumes, traduits par Henri Mesconic, que j'ai vu en 2005 au CDN d'Hérouville, près de Caen. La comédienne qui joue ce spectacle, c'est Valérie Dréville. Alors on va en profiter pour parler de ce qu'est la voix, selon Claude Régis. La vibration transmet énormément de l'être. Et les voix que je peux utiliser au théâtre sont des voix qui mettent en relation avec le monde intérieur. Quand on parlait de belles voix de théâtre, on parlait d'une émission du texte qui était d'ordre déclamatoire. Il est assez critique à ce sujet. Alors, comment était disposé comme un chant de David? Il faut imaginer au Théâtre d'Hérouville, en fait c'est comme au Volcan dont je vous parlais pour la terrible voix de Satan. À Hérouville, il y a la scène, le rideau de fer et les spectateurs. Là, il avait fait descendre le rideau de fer et tout se passait sur la scène. Mais attention, il a fait construire le décor. Mais il avait les moyens. Hein. Quand il y a un rêve, il va jusqu'au bout. En fait, c'est comme un immense volume rectangulaire
plafond moyennement haut, un orifice carré, c'est l'affiche en fait en quelque sorte. Mais on ne voit pas la source de la lumière, on ne sait pas d'où elle vient. C'est en rapport avec les psaumes, hein, on est dans quelque chose de presque mystique. Hein. La comédienne seule, elle est dans ce carré de lumière qui est projeté sur le sol, et tout autour, quadrifrontal, les comédiens. Donc 200 à peu près, donc il faut imaginer 2 rangs à chaque fois, 50, 50, 50, 50. Incroyable. Quand je suis rentré dans un théâtre construit dans un théâtre. Non mais il faut avoir les moyens, hein. C'est merveilleux de faire confiance à des créateurs. Moi j'appelle ça des cathédrales de la culture, on en a besoin. Il faut qu'il y ait des petites compagnies et des cathédrales qui nous fassent rêver. Quelques mots sur la scénographie, la mise en scène, fragilité de la... Là je prends des extraits que j'ai vus, il y avait une universitaire qui parlait de ça, elle parlait de fragilité de la chair au bord d'un gouffre. La première apparition de Valérie Dréville dans une très faible luminosité et troublante, elle rappelle cette forme peut-être à naître. Elle est à la frontière entre la vie et la mort, non pas une présence mais une présomption de présence. Ça rejoint une notion de quantique. Valérie Dréville apparaît non pas comme une femme ou un homme, mais davantage comme une créature. Bon, il faut dire, si vous regardez bien les photos, c'est presque un androgyne. On lui a fait, Claude Régis lui a demandé de couper ses cheveux, les seins, elle a dû, un bandeau, on les voit à peine. Voilà un être sans sexe. Enfin, androgyne, c'est plus particulier, c'est pas sans sexe. Quand elle commence sa marche ininterrompue, il est vrai qu'à un moment, si je me rappelle, elle était dans ce carré de lumière, elle n'arrêtait pas de se déplacer. C'est un corps sans ombre qui évolue dans le carré lumineux. L'absence d'ombre s'explique par l'existence d'une source lumineuse unique, dissimulée dans le plafond, rabaissé du théâtre. Une seule lumière, toujours à son zénith. Le fait que la comédienne n'ait pas d'ombre renvoie à l'idée que l'ombre et la lumière sont une seule et même chose. La lumière contient sa propre part d'ombre, comme la vie contient sa propre part de mort. Ça, c'est très important chez Claude Régis. On dit de lui, c'est un théâtre de la mort. Non, il défend cette notion, je ne cesse de la digérer, de comprendre, mais dans la vie porte la mort. Si l'alchimie marie le feu et l'eau, le théâtre vit d'ombre et de lumière. Alors quand on entrait dans cet espace-là, il ne fallait pas parler avec son voisin. Claude Régis, présent, nous le faisait bien entendre, ça, avant d'entrer. Et voilà ce qu'il dit. Je crois beaucoup à la vertu du silence. Je crois que le silence est un langage et qu'il n'y a de rapport intime avec notre vie intérieure que dans le silence et à travers le silence. Donc j'essaie d'arrêter tous ces papotages qui en général accompagnent l'entrée du public et le temps d'attente du spectacle. Je pense que ce temps est très nécessaire pour entrer en contact avec soi-même. Il s'agit de sortir un peu du réel et de s'ouvrir à une disponibilité la plus grande possible à tout ce qui peut advenir d'imprévisible. Vous avez parlé de réverbération pour la terrible voix de Satan. Alors, quatrième entrée, la lumière peut-elle créer plusieurs états de réalité? Alors il va assez loin dans ce domaine, il dit la lumière peut changer la nature du réel. Il découvre même des interactions entre la lumière du spectacle et la voix même du comédien, de la comédienne. Plus je travaille, plus je découvre que la lumière est un instrument très fiable pour changer la nature du réel. C'est-à-dire que le même espace, les mêmes êtres peuvent, par la lumière, changer de nature. Et quand on a travaillé sur David et les psaumes, on a essayé que s'invente un dispositif où la lumière puisse créer plusieurs états de réalité. Alors la nature du corps, et ce qui en émane, se modifie. Quand le corps est autre, la voix est autre. Ça, c'est assez étonnant. On essaye de le découvrir en répétant, en faisant travailler les comédiens. On verrait de nos yeux que l'ombre contient de la lumière.
Cette lumière de réverbération, assez semblable à celle que projette la Lune sans qu'on voie le Soleil, réagira sur le corps, mais librement, selon ses propres lois, en fonction des mouvements du corps. Il dit aussi, c'est sûr qu'une fois qu'on a un volume comme celui-là, il parle de sa scénographie comme un chant de David, avec cette contrainte de lumière verticale, centrale, on est obligé de travailler avec. Mais on l'a fabriqué aussi pour être obligé de travailler avec. La lumière s'avère difficile. L'image est très difficile car il y a 4 angles de vue différents. Le dispositif est quadrifrontal. Personne ne voit la même image à aucun moment. Alors, Claude Régis s'exprime sur la nécessité de ne pas tout dire. Faut-il préserver les secrets dans la création? C'est absolument vrai qu'on n'a pas envie de parler de son travail. On sent aussi que quand on en parle, sans qu'on le veuille, il y a forcément un élément de tricherie qui intervient parce qu'on ne peut pas en parler. Peut-être même, il ne faut pas en parler. C'est quelque chose de très mystérieux. Quelque chose qui doit rester secret, dont on ne doit pas non plus être totalement conscient. Ah, ça c'est... Je crois qu'il faut garder le secret là-dessus. Je crois que les artistes s'expliquent trop. Déjà, s'appeler artiste, c'est très équivoque. C'est très prétentieux. On ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. Maintenant, le mot créateur ne veut pas dire grand-chose non plus. On l'emploie pour la mode, pour la cuisine, pour n'importe quoi. On est créatif. On vit une époque très créative, voilà, très critique. J'en prends pour mon compte parce que je n'hésite pas à mettre artiste, enseignant, patati patata. Là, je suis... bon, voilà. Être humble. 4e spectacle, Ode maritime de Fernando Pessoa, avec Jean-Quentin Châtelain, comédien, seul sur scène. Je l'ai vu à la Rose des Vents en 2009, à Villeneuve d'Ascq, c'est tout près de Lille. Alors la scénographie, le comédien, au bout d'une passerelle, les photos le montrent, derrière un cyclo. Le cyclo, c'est une toile synthétique tendue, fine, très fragile. Hein. Quand on répète sur scène, il ne faut surtout pas trop s'approcher. On se fait disputer par le régisseur et le metteur en scène. Il ne faut pas s'approcher trop du cyclo, très fragile, mais ça recouvre l'immensité du fond de scène. Quelquefois, vous savez, c'est super superficiel. Permettez-moi de vous lire la fin du texte d'Aude maritime, pour que vous vous rendiez compte. Je ne prétends pas à faire ce que fait Jean-Quentin Châtelain, mais c'est pour vous rendre plus présente la prose de Fernando Pessoa. Passe, lent vapeur, passe sans demeurer. Quitte-moi, écarte-toi de ma vue, hors de mon cœur va-t'en. Perds-toi au large, brume de Dieu, perds-toi, suis ton destin, et laisse-moi. Qui suis-je, moi, pour pleurer et questionner? Qui suis-je, moi, pour te parler et t'aimer? Qui suis-je, moi, pour être troublé à ta vue? Largue le quai, le soleil croît, or il se lève. Luisent les toitures des bâtiments du quai. Tout ce côté de la ville resplendit. Pars, laisse-moi, deviens d'abord le navire en route vers la barre, petit et noir, et puis point vague à l'horizon, oh, mon angoisse. Point chaque fois plus vague à l'horizon, rien ensuite, sinon moi et ma tristesse. Et la grande ville maintenant pleine de soleil, et l'heure réelle, et nue comme un quai sans navire, et la course lente de la grue qui, tel un compas qui tourne, tire le demi-cercle de je ne sais quelle émotion.
dans le silence ému de mon âme. Bien que Claude Régis ait présenté, il est toujours en recherche continuelle, d'où sa présence à chaque spectacle. En finir avec l'idée que nous sommes des fabricants de représentations, des fabricants de spectacles pour une salle de voyeurs qui regarderait un objet fini, un objet terminé, considéré comme beau et proposé à leur admiration. 5e et dernière entrée, une scénographie qui laisse libre pour chaque spectateur l'espace de sa propre création. Alors après j'ai eu une découverte, quand j'ai vu ce spectacle Aude-Maritime à la Rose 5 vents, là, je rentre dans la salle, je vois le spectacle, à l'issue du spectacle, je me dis, bon, d'accord, ouais, chouette, ça fait 1h15, 1h30 de spectacle, ouais, bien joué. Et je regarde ma montre, en fait, on avait passé 2 heures. En fait, il se passe quelque chose. On est comme focalisé par ce comédien seul sur sa passerelle, et je me suis aperçu qu'on n'arrêtait pas. Enfin, je ne m'arrêtais pas, en fait, c'est personnel à chacun. C'est comme devant la poésie. Moi, je vous invite, la poésie, quand on ne comprend pas, on la lit. Ça, c'était un conseil d'un metteur en scène avec qui je travaillais. Théâtre contemporain, tu ne comprends pas? Lis-le à voix haute. Il y a des images qui adviennent. Et en fait, je n'arrêtais pas de faire des allers-retours entre le comédien et les images qui me provoquaient. Résonance, image. Alors évidemment, on peut tomber de l'autre côté, dans l'assoupissement, c'est le risque. Mais c'est un voyage intime, très intéressant, qui dilate l'espace, le temps. C'est ce que l'on en fait de cette scénographie. Une écoute flottante, une sorte de rêverie. Alors il s'inscrit en faux contre cette surenchère de représentation qu'il découvre dans les autres spectacles de ses collègues. L'obsession du visible, dit-il, aveugle. La surenchère dans les spectacles de théâtre et de danse de l'image vidéo montre une chose claire. L'idée que le non représenté est plus fertile pour l'imagination que le représenté n'a pas encore atteint l'esprit de ceux qui par profession s'occupent de représentation. L'inflation de l'image envahissante est semblable à l'invasion du son. Comment laisser libre pour chacun l'espace de sa propre création? Si on peut se défendre du son, ou le faire mieux entendre par le silence, on doit pouvoir, par le vide, se défendre de l'asphyxie des images. Dernier extrait de Claude Régis, il est inscrit: le théâtre n'est utile que s'il contient un explosif insondable, d'un ordre non clair. Le théâtre doit être le corps conducteur d'un acte de résistance concentré, plus violent et plus calme que n'importe quelle déclaration ou n'importe quel discours rationalisé. Je vous remercie.